Et Monsieur Urasawa, qui était content de sa venue, etc., a par contre été très honnête dans son débriefing. Il nous fait, alors l'expo c'était bien, mais ce panneau-là, la colorimétrie, c'était pas tout à fait au niveau. Puis là, vous avez mis mon CD, et vous n'avez pas pensé à indiquer que le CD était disponible en vente sur tel stand. Le thème de l'émission de ce soir sera du coup les expositions à Japan Expo et nous parlerons de ce sujet du mieux qu'on peut ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord messieurs, une question un petit peu bête et simple, mais Japan Expo c'est déjà un salon, c'est déjà une grande expo, Japan Expo, où on trouve évidemment du merch sur les différents stands. On a des invités divers et variés, des conférences, des spectacles, des concerts. Et on en a parlé tout au long des précédentes émissions. Mais on peut y trouver également des expositions. Déjà, pourquoi cette volonté de faire des expositions, d'où vient-elle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement, le cheminement de pensée? Alors, dans les premières expos qu'on a fait, c'était souvent en collaboration avec d'autres. Yeah. Et c'était pour fêter des anniversaires. Donc, on a eu genre les 25 ans des Cités d'Or, on a eu les 40 ans de Shonen Jump, et on a fait les 10 ans de Japan Expo. Et on s'est rendu compte d'un truc intéressant sur l'expo, c'est que faire venir un auteur, n'importe quel auteur, c'est toujours beaucoup de travail. Et souvent, après, on a un problème de présence. C'est-à-dire que là, cette année, on va avoir Kasa Ojo. C'est super, mais c'est vrai qu'en temps d'apparition publique, ces gens-là sont pas disponibles pour être en public de 9h à 18h, évidemment. On essaye, on demande, on ne veut pas. Ils ont besoin de se reposer, ils font aussi parfois des séances médias, des choses comme ça, et les journées sont assez fatigantes, donc on ne peut pas leur demander d'intervenir tout le temps. Donc une des premières raisons, c'était justement de se dire, si on fait venir un mangaka, on va faire une exposition, un mangaka, un animateur, n'importe quoi, un invité, on va faire une exposition pour retracer son œuvre, comme ça, quel que soit le moment de la journée, si on est venu pour voir Ojo, on ne pourra peut-être pas voir la personne, mais on pourra quand même voir un endroit où on retrace sa carrière, son œuvre, on propose des jolies illustrations, etc. Et on passe un moment dans l'univers de l'invité, à n'importe quel moment, parce que l'exposition elle est ouverte tout le temps. C'est l'avantage. Alors qu'effectivement, si on prend Monsieur Ojo, il va faire 2 conférences de 45 minutes, 1 heure, grosso modo, sur la durée des 4 jours. Donc si on veut le rencontrer, ça fait pas beaucoup au final de temps pour pouvoir vraiment le voir. Et comme disait Thomas, on a beau essayer de pousser, c'est pas évident d'arriver à faire en sorte que ces gens-là soient plus disponibles pour le public. Ils font des conférences, ils font des dédicaces, parfois ils font même d'autres activités, parce qu'on parlait de Vicky Molanka la dernière fois. Il va faire des cours de cuisine, il y en a d'autres qui font des cours de danse, enfin il y a vraiment de tout. Mais c'est vrai que du coup ils sont pas disponibles à tout moment. C'est-à-dire que si tu viens le samedi après-midi, il y a une possibilité que tu vois l'artiste que tu es venu voir, mais il y a aussi une possibilité qu'il soit pas disponible à ce moment-là en public. Donc l'exposition, c'était justement l'occasion de mettre en avant leur travail sur la durée intégrale du festival. Et ça permet aussi à des gens qui ne connaissent pas, on leur fait un point de focus en disant il y a quelque chose d'intéressant là, il y a une expo. Si nous on a choisi de faire une expo, nous ou un partenaire, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à découvrir. Donc ça peut permettre d'aller vers des choses vers lesquelles on ne serait pas allé naturellement. Ça peut être la découverte d'un mangaka, ça peut être la découverte touristique, parce qu'on fait des expos qui parlent de beaucoup de choses. Et ça permet de leur donner un point de focal en disant s'il y a une expo, c'est qu'il y a des choses à découvrir, donc allez-y, découvrez. Et ça marche pour des très grands auteurs, puis ça marche aussi pour des gens qui sont moins connus, pour des choses qui sont moins connues, où d'un coup vous allez pouvoir y être exposé complètement et du coup découvrir fondamentalement ce que c'est, découvrir l'œuvre d'un auteur entre regarder un manga, ce qui est très important, et voir une expo, c'est une opportunité supplémentaire d'expérimenter la relation avec cet auteur de manière différente. Très bien, donc en fait c'est vraiment un bout de l'histoire
d'une histoire, d'un auteur, D'un auteur, d'une œuvre, parce qu'on Qu'on peut retrouver, a parlé d'auteurs, mais c'est vrai que des fois c'est sur des œuvres en particulier. Ça peut être aussi sur des thématiques. Cette année, on a Enquête et mystère. On avait l'exposition Animé 100. des grandes célébrations comme ça. Ça a permis de découvrir l'animation, mine de rien, de 1917 à Voilà. 2017. On avait l'exposition sur les châteaux japonais, on a retracé la carrière de Ishinomori. En 2011, après le tsunami à Fukushima, on avait fait effectivement une exposition pour soutenir le Japon. Voilà, il y a énormément de thématiques différentes possibles autour de l'exposition. Et c'est... par contre, c'est beaucoup de travail. Ça, on va revenir dessus. On va en parler. Mais c'est une autre manière de présenter un artiste, une œuvre. Voilà. Et pour des auteurs qui ont prouvé beaucoup de choses, ça peut aussi être un moyen pour nous de leur dire vous venez parce qu'on va vous célébrer. Il y a une grande expo dans le festival et vous allez être célébré pendant 4 jours. Et c'est un moyen de reconnaître leur place en tant que créateur. Effectivement. Est-ce qu'on peut déjà un petit peu parler des premières expositions qu'on a pu retrouver à Japan Expo, notamment en 2007 Ouais, pour la première? les 25 ans des Mystérieux Cités d'Or. Voilà. C'était il y a tellement longtemps qu'on a même plein de photos. Ouais, on est dégoûtés. On n'a pas, à l'époque, on n'avait pas tout à fait autant de photographes qui couvraient. Et on a cherché, on n'a pas retrouvé. On avait même dû en faire une sur genre les 20 ans des Cités d'Or en 2002, la première année au CNIT. Mais celle qu'on a vraiment retrouvée officiellement, c'est celle de 2007 pour les 25 ans. On a la trace de la conférence où on annonçait dans la conférence d'aller visiter l'exposition. Donc on sait qu'il y avait une exposition, mais on n'a pas trouvé les photos de l'expo. Et après, effectivement, en 2008, il y en a vraiment eu beaucoup là. C'était Parce assez fou, que, c'était une accélération. En 2008, les 40 ans de Shonen Jump qui étaient célébrés. Alors là, on a carrément travaillé avec les gens de la Shueisha en direct pour ça. Et on confirme, les validations, tout ça, c'est... Voilà. Mais en 2008, on avait aussi Manga, l'art des personnages. Alors ça, c'est une exposition assez extraordinaire. À l'époque, on ne se rendait pas vraiment compte de ce que c'était. Mais en fait, on travaillait avec le comité de production de Koike Kazuo, qui est le monsieur derrière Crying Freeman, Lady Snowblood, Lone Wolf Cub, etc. Et en fait, comme c'est un grand nom, il connaît tous les mangaka. Et donc, dans le cadre de cette exposition qu'on avait coproduit avec lui, il n'avait pas ramené des reproductions, il avait ramené des planches originales de mangaka genre Chiba Tetsuya, Osamu Tezuka. Il y avait un parterre de planches incroyables. Et effectivement, mis de manière assez brute comme ça. Et c'est quelque chose que sur le coup on s'est pas rendu compte. Et quand on a voulu refaire ça, là on en reparlera certainement, mais les planches originales c'est extrêmement difficile à faire venir du Japon, à sécuriser, à assurer, enfin voilà. Et donc c'est vrai qu'on s'est pas forcément rendu compte de notre chance à l'époque sur cette expo. Mais là au moins on a une photo. Ouais. Et puis après, l'année d'après, on a fêté nos 10 ans. Et c'est là où on s'est aperçu qu'effectivement, des belles célébrations comme ça, une expo, ça permet de marquer le truc bien. Et effectivement, si on parle d'expo, on en a fait beaucoup sur Japan Expo, on en a fait aussi sur Comic Con. Cette année, on aura même une partie Amazing avec une expo sur les dramas coréens. Donc on a vraiment une grande variété de sujets à aborder. A priori, et sauf quelques omissions, on aurait fait depuis le début de Japan Expo 66 expositions différentes. Voilà. Nous, en direct ou avec des partenaires. Comme sur Japan Expo Paris. Parce que sur Japan Expo Paris, alors. Si on rajoute toutes les expos qu'on a pu faire à Bruxelles, à Orléans, à Marseille, etc., on était à plus de 100. C'est absolument monstrueux. Là, on parle des premières expositions à Japan Expo, mais il y en a eu plein qui ont suivi juste après. On peut faire un petit listing de quelques-unes, hein. Il y en a beaucoup, on va peut-être pas toutes les faire. Mais je sais qu'en 2010, par exemple, on a eu du Shotaro Ishinomori. Tout à fait. Et là, c'était formidable parce que Shotaro Ishinomori, c'est vraiment un auteur cultissime du manga qui est ultra connu au Japon, qui est moins reconnu en France. Et ça a permis de l'exposer littéralement aux fans de manga et ça a bien marché à l'époque. Oui, et puis alors maintenant c'est un petit peu plus populaire, mais à l'époque, je me rappelle, on avait tout un rayonnage de figurines de Kamen Rider, etc. Je voyais les gens passer devant en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, un Power Rangers. Non, pas tout à fait. Et maintenant, c'est vrai que le personnage est devenu un petit peu plus connu. Il y a eu des éditions du manga d'ailleurs. Et dernièrement, il y a un film. Il y a le Shin Kamen Rider par Hideaki Anno. Enfin,
c'est un personnage qui a pris une autre dimension en peu de temps. Malheureusement, je dirais bien que les Japonais s'en sont rendus compte aussi, et donc c'est vrai que les facilités qu'on avait vues à faire l'exposition Ishinomura en 2010 n'existent plus de nos jours. Donc quand on a voulu relancer ça en disant c'est les 50 ans de Kamen Rider, allons-y. Là, il y a 12 millions de sociétés qui font partie du comité de production qui sont sortis des herbes hautes, et on a fait on va réfléchir. Uniquement, voilà. Puis on a fait aussi, c'était un moyen de marquer des moments quand c'était plus dur. En 2011, on parlait de Japan. Fukushima, mais en 2011, on a aussi fait, la même année, on rend hommage aux victimes de Fukushima et on rend hommage à Satoshi Kon qui nous a quittés cette année-là. Et c'est vrai que c'était une année un peu particulière en 2011, mais c'était indispensable pour nous de faire ce genre de choses. Là, sur Satoshi Kon, on s'était associé avec Katsuka, dans mes souvenirs, pour présenter son œuvre. On avait aussi quelques dessins en hommage au réalisateur qui avait été réalisé par des artistes français et japonais. Donc c'était vraiment une expo très sympa. 2012, une de mes expos préférées, même si je crois que la préférée, ce sera Animation parce qu'elle a toute une histoire. Mais en 2012, on en a fait une sur Naoki Urasawa. Et celle de Urasawa, ça a été un vrai plaisir parce que il y a un truc qui est extraordinaire. Je sais pas si tu as eu ce plaisir-là, Nicolas, mais quand tu reçois tout le matériel des Japonais en disant vous voulez faire une exposition, voilà ce qu'on peut vous proposer. Et là, tout d'un coup, tu as des vignettes, hein, mais tu vois, oh, c'est beau toutes ces images. Et dites-moi, je peux avoir de la haute résolution. Celle-là. Voilà. Et c'était un peu le problème aussi cette année sur Ojo où tu reçois, je pense qu'il y a 1 millier d'images et tu fais bon. Vous devez en choisir 60. Ça fait pas beaucoup, dites-moi. Ça permet aussi d'établir une relation particulière avec l'auteur, parce qu'au-delà de lui dire viens, fais des dédicaces à ta conférence, là on est obligé d'échanger beaucoup plus avec eux pour construire une expo, et ça nous a permis d'avoir des souvenirs mémorables avec Monsieur Urasawa. Urasawa, c'était intéressant parce que on parle d'exigences des Japonais, etc. On était super fiers de notre expo. On avait même un mannequin de Ami à l'intérieur, etc. Donc on avait fait beaucoup d'efforts, etc. Et Monsieur Urasawa, qui était content de sa venue, etc., a par contre été très honnête dans son débriefing. Il nous fait alors l'expo c'était bien, mais ce panneau-là, la colorimétrie, c'était pas tout à fait au niveau. Puis là, vous avez mis mon CD. Et vous n'avez pas pensé à indiquer que le CD était disponible en vente sur tel stand. Et tous les trucs étaient... Ça faisait un peu mal au cœur, mais ils étaient extrêmement justes en fait. Et tu te dis, ok, on peut être encore plus perfectionniste que ça, il faut aller plus loin, etc. Et on voit, en travaillant avec des grands auteurs comme Ojo, comme Hara, comme Urasawa, qu'effectivement ces gens-là, c'est aussi leur perfectionnisme et leur sens du détail qui a fait leur succès quoi. Parce que typiquement Monsieur Ojo vient en 2010, on fait une exposition autour de son travail. Les gens de Coamix qui gèrent aussi Monsieur Hara, quand on propose de faire une exposition Hara en 2013 de mémoire, 2013, ils nous disent l'expo Ojo c'était bien, mais il manquait un truc pour donner une dimension autre. Là, on l'a rendu épique. Et donc du coup, il faudrait que vous ayez, je sais pas moi, par exemple. Vous pouvez imaginer d'avoir Rao sur son cheval en statue. Ça, je me rappelle. Et on s'est dit, Rao sur son... C'est la taille réelle. Taille réelle. Ouais. D'accord. Mais ok, on va voir si on peut fabriquer ça. Non. On en a une. On va vous l'envoyer. Merci. Ça avait l'air de rien comme ça. On va vous l'envoyer. Mais alors Mais logistiquement, en fait, ça a été un de nos challenges les plus importants parce que transporter une statue qui faisait grosso modo 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, voire plus, Sans l'abîmer, du Japon et pas à Tokyo en plus, parce que donc voilà, il a fallu qu'on fasse construire une boîte sur mesure, qu'on le fasse transporter en bateau pour pas que ça nous coûte trop cher. Et voilà, et à l'arrivée... Et c'est en morceaux. C'est ça, en fait. Ils avaient démonté le buste ici pour pouvoir la mettre dans la boîte parce que la tête s'enlevait. C'est une bonne idée, mais ils n'avaient pas mis la notice pour remonter Donc on avait des la boîte. Donc à cette époque-là, on était avec les gens de Coamix, NSP à l'époque, qui étaient là et qui nous disaient oui, il y a une vis dessous, machin truc. Donc on a le responsable expo qui se glisse sous le socle de Rao et on met la tête et il
visse la tête en étant sous une palette, etc. Le buste était tenu par un chariot élévateur, etc. Enfin, c'était Et toute puis une ça venait de expédition. voyager des mois là-dedans. Donc il y avait plein de toiles d'arrêt. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Voilà, voilà, c'était un challenge logistique extrêmement important dont on s'est bien sorti. Voilà. final. Et qui, à la fin, rendait magnifiquement bien. Parce qu'il y avait pour l'avoir vu, en vrai, son cheval qui trônait au milieu de c'est ça. l'expo. C'était la classe ultime. Et c'est- par contre, petit bémol, parce que c'était quand même la déception ultime, c'est que on a réussi à faire venir le cheval, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec KD pour qu'ils amènent Ken, qui était en France. Ah. D'accord. On aurait pu avoir Ken en face. Parce Ouais, que voilà, on s'était mis d'accord, machin, et bah ils voulaient pas, ils avaient peur qu'on les squinte ou quoi que ce soit. Enfin, il y a eu tout un tas de choses, et in fine, on avait un énorme RAO, mais on n'a jamais eu Ken. Et il y avait le Ken à la même taille. En plus, c'était dommage. Ken à la même taille, alors il a fini sur le stand de KD parce que finalement ils ont bien compris qu'il fallait quand même profiter de l'avenue de Hara pour parler de Ken. Mais c'est vrai que c'était un peu dommage. On avait espoir de pouvoir mettre les deux ensemble, etc. Mais voilà, et logistiquement, Ah, c'était un challenge. c'était un challenge parce que ça a été 2 mois de préparation pour l'expédition, 2 mois d'expédition et 2 jours de montage un petit peu chaud pour arriver à la mettre en place, quoi. Mais à la fin, effectivement, quand on voit les photos souvenirs, les commentaires de tous les gens qu'il y avait eu à l'époque, etc., c'était 100% de réussite, quoi. Non, c'était une très très belle expo. Ça, c'était en 2013. Donc, ça fait 2013, déjà un et en bon 2013, 10 ans, on a fait aussi une autre expo qui était assez atypique et sympa et qu'on n'a jamais refait. C'est ça. On a travaillé avec les gens de Young Jump, un rédacteur en chef de Young Jump qui était un grand fan de gravure idol. Alors Young Jump, c'est les magazines pour jeunes adolescents, pas juste pour les ados, donc qui présentent généralement en couverture une demoiselle en bikini, D'accord. etc. Ouais, bah, Et, c'est ça, les gravures. Et les gravures Ah. idol, donc c'est ces demoiselles qui font des séances photos un petit peu... Voilà. Si vous avez déjà vu un C'est- stand on va dire. de magazine au Japon, vous voyez exactement de quoi on parle. Donc il y a eu une exposition uniquement Tout sur ça. Voilà, et le rédacteur en chef de Young Jump à l'époque était un grand passionné de ce... On parle des idols souvent dans la musique, mais au Japon, les gravures idols, c'est vraiment pour la photo et tout ça. Et lui, il voulait rendre hommage à toutes ces filles qui faisaient le succès de son magazine. Et on a fait une exposition consacrée aux gravures idols, et il expliquait justement que c'est pas de la pornographie, c'est pas de l'érotisme, etc. C'est vraiment de la séduction pour jeunes, parce qu'elles sont toujours correctement habillées, alors parfois légèrement habillées, mais elles sont voilà. Et donc du coup, ce qu'il faut regarder, c'est l'histoire qui est racontée à travers les photos, c'est la qualité des photos, c'est pas juste la fille en bikini. Ouais, en fait, c'est un Et- truc de dingue, mais sur chaque truc, il y a un genre de storytelling, quoi. Mais la question est, est-ce que cette année-là, il y a eu des gravures idoles qui ont été Alors cette invitées? année-là, on a eu une. Tiens, j'ai oublié son nom. La demoiselle qui jouait dans Gantz, le live. Donc j'ai oublié le nom. Tiens, c'est pas grave. Qui était là, effectivement, à la fois pour Gantz et les gravures, et qui était effectivement celle qui était sur le visuel principal au final. Et c'était très intéressant de voir qu'effectivement pour elle c'était comment mettre un pied dans le monde du showbiz, etc. Et, D'accord, donc c'était plus un accomplissement pour elle. Elle trouvait pas ça bizarre d'avoir sa photo en gigantesque. Non, parce que bon, c'est un peu un passage obligé au Japon. C'est leur travail, hein, donc. Voilà, et dans l'idée que de toute façon, elles savent très bien, il y en a quelques-unes qui ont beaucoup de succès et que tu retrouves dans plusieurs magazines, mais tu peux pas vraiment faire carrière là-dedans parce qu'arrivé à un certain moment, quand ça fait plusieurs années que tu es là, tu es remplacé par des plus jeunes, etc. Donc du coup, c'est vraiment une porte d'entrée pour elles. Puis l'équipe qui travaillait dessus était très émue hein, quand ils ont conçu les expos. J'imagine. C'est clair, c'est clair. Pour continuer, en 2016, il y avait les châteaux japonais. Les châteaux japonais, alors ça c'est un projet assez sympathique avec nos amis de Comsi Prod qui avait lancé un documentaire là-dessus et qui, pour le finir et pour le présenter, etc., avait un petit peu de mal et notamment aussi financier. Donc on est devenu carrément producteur avec eux et on a mis de l'argent pour qu'ils puissent finir le documentaire vidéo et en contrepartie avoir une exposition qui présenterait tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont parcouru tout le Japon
pour présenter les différents châteaux japonais, ce qu'ils représentent. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de châteaux au final au Japon qui ne sont plus dans leur construction d'origine. Ils ont été retapés. Alors, faut pas oublier qu'ils ont été lourdement bombardés par les Américains. Donc du coup, il y en a quelques-uns qui sont authentiques et il y en a beaucoup qui ont été refaits, mais vraiment propres dans le style. Et c'était vraiment passionnant parce que c'était encore autre chose. On parlait des gravures à l'œil, qui est quelque chose de vraiment atypique. Les châteaux japonais, c'était pareil, quoi. Et puis ça répond à notre envie aussi, comme quand on a fait Kyoto un peu avant, de pouvoir présenter le vrai Japon d'une certaine manière, donc de dire aux gens, voilà à quoi ça ressemble, donc voilà Kyoto, voilà les châteaux japonais. À chaque fois que vous allez dans une ville, le premier truc qu'ils vous disent à l'office de tourisme, c'est là-bas, on a notre château. C'est vraiment très très important. Même la dernière fois qu'on est parti là, à Tokyo, on nous a encore présenté un truc, un animé sur les châteaux japonais, en nous demandant si ça pouvait fonctionner en France. Nous, c'est très important chez vous, mais chez nous. Un anime qui s'appelle Oshirobots où les châteaux japonais se transforment en robots commandés par des enfants. Voilà. Ça doit être Mais parce que ça Tout en 3D. Ça prouve à quel point les châteaux japonais là-bas sont hyper importants et que ça peut générer chez les enfants des envies d'avoir des jouets et tout ça. Mais chez nous, c'est un peu plus compliqué. Et d'avoir l'opportunité de faire une expo sur ces châteaux-là, c'est un moyen de se faire un petit voyage au Japon, une petite déambulation, sans forcément traverser tout le pays. Et puis quand on y va, de savoir qu'on veut aller voir tel ou tel château parce qu'on aura découvert ceux qu'on veut voir, quoi. En 2007, tu l'as dit, c'était peut-être ton exposition préférée. Alors, oui, parce qu'Anime 100, donc on fêtait les 100 ans de l'animation japonaise et c'était un événement important qui nous semblait important pour nous, mais qui n'était pas prévu vraiment au Japon. Donc, quand on a commencé à en parler dans plein de studios, même à l'association des producteurs d'animation japonais, on était un peu reçus, genre tout seul, quoi, animation, mais pourquoi vous voulez fêter ça, etc. On leur expliquait en 1917, première animation, etc. Et voilà. Et par contre, ça a permis de rencontrer, dans le cadre de ça, énormément d'artistes, d'animateurs, parce qu'on les a interviewés, parce que voilà. Et du coup, on savait pas trop comment attaquer ça. Au final, on est parti sur l'idée de faire une sélection pour les 100 ans de nos 100 œuvres qui nous paraissaient le plus représentatives. Alors, beaucoup nous ont dit « Ah oui, mais il manquait ça, etc. » Oui, mais là, l'idée, c'est qu'effectivement, il fallait en choisir 100. Donc, c'était une exposition subjective. C'était une exposition selon nos goûts. On prenait en compte des paramètres importants du style le succès au Japon, etc. Même s'il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas. Si c'était un monument au Japon, on n'allait pas éviter le sujet. Mais on a pu parler des 100 œuvres qui ont marqué l'animation japonaise depuis 1917. Et c'était vraiment passionnant à faire les recherches documentaires dessus, tout le travail de recherche de visuels et autres. C'était vraiment extrêmement passionnant. C'était le plus gros projet qu'on ait jamais fait parce qu'elle faisait 450 mètres carrés l'exposition, que en plus de tous ces panneaux explicatifs, on avait réuni des collections de jouets pour mettre dans des vitrines, on avait fait des silhouettes avec certains personnages, on avait Olivier Hatton, Cobra, on avait tout ça, et les gens pouvaient se prendre en photo parce qu'on avait fait plein de photocalls, etc. Et donc c'était vraiment super. On a eu aussi beaucoup d'interactions avec le public et on avait même, pour cette expo-là, réussi à faire une cérémonie d'ouverture le mercredi soir et on avait quelques visiteurs qui avaient visité du coup pour la première fois. On avait fait l'inauguration avec nous et on a pu leur expliquer comment on a monté ça, etc. Et on avait eu une vraie interaction avec le public. C'était vraiment super passionnant. Par contre, qu'est-ce qu'on a Et ce qui est étonnant, c'est aussi qu'autant avant, on n'était pas très suivis, autant après, les gens ont fini par reconnaître que ça avait été un pas important en fait. Donc ça a été aussi plaisant. Et toutes les relations qu'on a construites on a découvert l'ancien monde de l'animation en fait, avec des gens, on s'est aperçu, il y en a certains qui n'avaient jamais été interviewés de leur vie, qui n'avaient jamais été interrogés sur leur travail, alors qu'il y en a qui sont capables de vous dire bah ouais moi j'étais au studio de Tezuka, on dessinait avec lui, il était super chiant le matin, il voulait jamais c'était vraiment, t'avais les dessous de l'histoire de l'animation, mais avec que des noms qui te font délirer quoi. Quand tu aimes bien le dessin animé, tu dis waouh. Et peut-être le regret sur cette expo, c'est que tous ces interviews qu'on a fait, où j'avais espoir pour les mettre dans l'expo et autres, on n'a malheureusement pas pu utiliser ces interviews. Donc moi j'ai eu le plaisir de les faire, de rencontrer les gens, on a des super archives là-dessus.
peut-être qu'on les mettra Ah, dans on les Japan sortira Expo un jour. Memories Bah oui. un jour. Et du coup, bon, on voyait le plaisir, comme dit Thomas, des gens qui avaient jamais été interviewés. Et en fait, là où ça a été très positif pour nous, c'est que ces animateurs qui sont souvent beaucoup plus dans l'ombre que certains mangaka ou autres, étaient vraiment reconnaissants qu'on leur donne la parole, parce qu'on en a fait venir, en plus de l'exposition, il y en avait certains qui sont venus. Ils étaient vraiment reconnaissants qu'on les ait mis dans la lumière, et c'était passionnant. Il y avait même une salle de projection dedans. On avait réussi à faire une salle de projection avec des projections de films qui n'étaient jamais sortis en France, qu'on a sous-titré par nos propres moyens, et qu'on diffusait dans le cadre de l'exposition exclusivement. Et pour l'instant, il y en a certains qui sont toujours pas sortis, puisqu'on a diffusé des trucs genre premier épisode de Nadesico, et toujours pas sorti en France. Hein. Ouais, et c'était Effectivement. un grand moment, et ça nous a conduit aussi vers d'autres grands moments dans l'animation, puisque après on s'est dit, ben, puisque l'animation ça plaît aux gens, parce qu'en plus ça a cartonné auprès du public, il faut qu'on explique comment on fait un dessin animé. Voilà, parce qu'on avait fait une première exposition How to Make an Anime avec un reportage sur le studio Yondoshi qui travaillait sur un des films de la trilogie de science-fiction. C'est Hmm. Yamato. Non, pas Non, Yamato. c'est pas Yamato. Non, Yamato, c'était Xebec, c'est la deuxième. C'était Et la Xebec. première année, c'était Non, 3 films un peu spéciaux. Ah oui, ah bon, bref. Bon, Voilà. Vous retrouverez Très bien. vous pouvez nous le Et dire dans le chat. on s'en hein, y a souvient pas de parce que problème. ça a été très très douloureux parce qu'en film, le film a été retardé, le studio Yondoshi a eu plein de soucis de production, etc. Et donc l'exposition a été juste un calvaire. Par contre, la deuxième exposition How to Make an C'était Anime super. suivait la production de Yamamoto Ni Zero Ni, donc 2202, au studio Xebec. Monsieur Habara, qui était un de nos invités dans Anime 100, nous a ouvert les portes pour qu'on voit vraiment toutes les étapes. On a même été jusqu'au mixage. Alors, on n'a pas vu la partie de doublage, parce que les seiyuu au Japon, c'est un autre univers, c'est sacré. Mais on a vraiment vu toutes les étapes de la production. On a rencontré le producteur, le réalisateur, le directeur de l'animation, le mixeur du son. Ils ont vu les réunions préliminaires. Voilà. C'était vraiment du début. On a vraiment pu avoir accès à tout. Et en plus, dans le cadre de l'exposition, on avait reconstruit un petit bureau d'animateurs tel qu'on l'avait vu dans le studio Xebec. Et Monsieur Habara et Monsieur Norita et sa femme sont venus et on fait les séances de dédicaces dans le bureau des animateurs. Donc quand tu gagnais une dédicace cette année-là avec eux, bah, tu avais le droit de venir dans l'exposition. Tu avais Monsieur Habara qui te faisait à son bureau la dédicace. Et donc ça, c'était vraiment un super souvenir aussi. Et en Et on a une 2022, des photos les plus drôles de l'histoire du Et on festival. a les photos les plus drôles parce qu'à l'entrée de l'expo Animé 100, on avait mis une silhouette de Monsieur Habara Ouais, qui qui avait pris en disait photo, qui disait bienvenue, et donc il s'est pris en photo avec lui-même. Voilà. Et avant de passer à 2022, parce que je sais que tu vas aller jusqu'en 2022, mais en 2019, on avait quand même une expo sur Go Nagai Animation Chronicle et sur Gundam qu'on a vu dans la petite vidéo d'intro, qui était pour les 40 ans de Gundam, qui était vraiment sublime. Voilà. on l'a pu le voir au tout début, juste avant l'émission. Dans le waiting screen, Yuji Kaida en 2022, il était venu. On a vu aussi des images au début, avec des tableaux absolument sublimes. Il faut accélérer un petit peu parce que là, on a encore beaucoup de points à aborder. Vous vous rendez pas compte, il y a tellement de choses à dire. Là, c'était l'exposition que vous avez faite en direct, vous, Japan Expo, C'est ça. avec les ayants droit. Mais il y a aussi des expositions faites avec des partenaires, notamment en 2012 avec Game One. Et Kana, on a fait Kana. une spéciale Naruto. Voilà, parce que bah, effectivement, alors aujourd'hui Naruto, c'est voilà, mais en 2012 c'était déjà pas mal, mais c'était pas encore aussi important qu'aujourd'hui. Et donc avoir ce bel espace qui a été l'occasion de faire apparaître le Naruto géant qui est devenu iconique. Voilà. Bah, c'était un super espace que Kana et Naruto nous ont monté là. C'est toujours un peu bizarre, et là c'est la même chose un peu cette année, c'est que ces expos-là, on les voit, elles sont sur le plan, mais comme on travaille pas vraiment dessus, on a la même sensation que le public, c'est on arrive et on découvre. Oh, il y a ça. Voilà. Souvent sur les expos qu'on fait nous, c'est genre ça rend comme ça, c'était mieux dans ma tête, ou alors c'était différent. Il y a toujours un truc quoi. Alors que là t'arrives et tu t'en prends plein la vue, comme le public, et c'est vraiment sympa du coup parce que ça fait du contenu qu'on peut découvrir vraiment voilà. Et du coup, ouais, enfin, il y en a eu, il y en a plein, il y en a un tous petit les peu ans, en tous les fait, ans, n'est-ce pas? Moi, je regarde et je me rappelle qu'effectivement, j'étais allé voir celle de Naruto et celle également, c'était sur Full Metal Alchemist. Hiro Muraka, ouais. Voilà, qui était assez incroyable. Moi qui suis un grand fan de Full Metal, effectivement, c'était une occasion assez folle. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est fait des années
où la série n'est pas encore aussi culte. Et on se dit pas à ce moment-là que dans quelques années, refaire une exposition comme ça est quasiment impossible. Mais sur le moment, on vit quelque chose d'assez incroyable en fait, et on découvre des choses. Et après, on peut en parler plus tard aux personnes qui arrivent plus tard en disant, moi j'ai eu la chance cette année-là justement de découvrir. C'est pour telle ça, ne exposition. ratez pas les expositions. C'est ça. Il faut surtout pas rater ça parce que, une fois, moi j'aurais bien aimé, je pense, voir celle de Fullmetal Alchemist ou de Naruto d'ailleurs. Et La, peut-être qu'on a cité la précédemment, FMA également. était vraiment sympa. En 2016, on a eu Pika qui a fait Fairy Tail. En 2016, on a aussi Glénat qui a fait Tokyo Ghoul. Voilà. 2016, c'était aussi Kurokawa qui faisait Saint Seiya. Mince. C'est le Lost Canvas. Lost Canvas, voilà. Et oh, c'est pas beau le Fairy Tail comme ça. Merci la faute de frappe. C'est pas grave. Du coup, le Saint Seiya Lost Canvas, il faut quand même savoir qu'ils avaient imprimé ça sur des papiers, sur des. Là, tu Ouais. parlais de panneaux PVC, c'est des panneaux en aluminium carrément. C'était qu'ils avaient fait. magnifique. Mais il les a pas tous récupérés. Hein. Il y a des gens qui se sont servis c'était à tellement la fin du... magnifique. à la fin du festival. Il y a des gens qui se sont servis. Là, j'ai une goutte de sueur froide là, il- qui est en train Il était de. un peu triste, mais il faut dire, les panneaux, les illustrations, c'est les illustrations de couverture qu'ils avaient imprimées sur des panneaux en aluminium. C'était vraiment juste à tomber. Et voilà, donc tous les ans, on en fait. Cette année, il y en aura. Notamment avec Chateau de Château. Effectivement, cette année, nous, on est heureux également de participer et de pouvoir organiser notre première, justement, notre première exposition autour du travail de l'une de nos mangaka qui est également invitée de Japan Expo. Donc, c'est la mangaka Yanai, qui a sorti un manga qui s'appelle Frankenstein Family, et donc qui a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, son succès en France avec une troisième réimpression et qui est sorti au Japon aux éditions Shinshosha. Vous pouvez également trouver l'animé, une version animée sur Crunchyroll. Après, la version animée est moins bien. Allez vers le manga plutôt. Voilà, l'éditeur qui vous parle. L'éditeur qui le dit et tout. Mais après, c'est toujours intéressant parce que c'est un manga qui a eu très rapidement un succès et qui très rapidement justement s'est vu adapté en animé. C'est rare pour des mangas qui sont aussi courts parce que le manga fait 2 volumes terminés au Japon avec une fin ouverte. Mais en fait, paradoxalement, chez l'autrice, ça lui a mis énormément de pression, ce qui l'a amené dans un état vraiment de dépression. Et cet état-là, c'est assez rare. Assez rare, je veux dire. La plupart des mangaka japonais, malheureusement, sont sous pression constamment, donc c'est toujours très difficile. Mais elle a voulu vraiment mettre toutes ses émotions à plat dans un manga qu'elle a réalisé en moins de 2 semaines. Et qu'on va sortir justement lors de Japan Expo. Donc ça sera un one-shot qui a été réalisé effectivement par la mangaka et qui est Mais très d'annonce, introspectif. allez. Exactement. Donc c'est un one-shot de 100 pages en de 2 100 semaines. pages Ah, exactement. 100 pages en 2 semaines. Ah oui, c'est déjà pas la même. Voilà. Donc, Ça va donner, dis donc, pour quelqu'un qui était sous pression. vraiment, elle a dû s'exprimer. Donc elle a tout sorti, quoi. Elle a tout sorti et c'est très spécial parce qu'en fait, elle a jamais voulu le retravailler. Elle a jamais voulu retravailler les planches parce qu'en règle générale, quand on fait un manga, souvent on va commencer par un storyboard, on va tribouiller les premières pages et ensuite on va les Et mettre là, elle au a propre. rejeté ça. Là, c'est vraiment, on les verra brutes comme elles ont été faites sur le moment. Donc nous, de notre côté, quand on a voulu vraiment sortir la version relie, on a dit est-ce qu'on retravaille les pages, est-ce qu'on les met au propre, est-ce qu'on fait les aplats. Elle a dit non, je veux vraiment vous montrer justement aux personnes ce que moi sur le moment j'ai ressenti et ce que j'ai mis en place. Donc le manga en question s'appelle Self et ce qu'il y a de particulier, c'est que effectivement, comme c'est un one shot qui fait que 100 pages, il ne sera pas vendu en librairie et magasin spécialisé. Il ne sera disponible que en numérique sur la plateforme Picoma, qui réalise avec nous l'exposition. Et il sera également disponible en version physique, en tirage très limité, uniquement à Japan Expo. Ah. Donc, En vente le mercredi pour les organisateurs qui n'ont pas le temps de passer par les couvertures. on va essayer d'en garder quelques-uns. Le Alors, problème, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Généralement, je passe, vous avez fermé les stands et je peux rien acheter. ce qui est assez drôle, c'est qu'on a aussi des demandes de personnes japonaises qui sont avec nous, qui vont pas comprendre le manga, mais effectivement, quand on leur a dit tirage limité, ils ont dit est-ce que vous pouvez nous en garder un éventuellement pour regarder. Donc oui, voilà, c'était un moyen pour nous. Alors, il sera, pour les personnes qui peuvent pas venir à Japan Expo, il sera quand même disponible sur notre boutique en ligne pendant la même période. Mais c'est vrai que l'idée, c'était de faire ça. Et la deuxième des choses, c'est que tout l'argent qui va être récolté, donc tous les bénéfices qui vont être récoltés sur les ventes du manga, vont être donnés directement à la mangaka. En fait, c'est un moyen pour moi, personnellement, de la remercier
vraiment à la fois de nous avoir confié Frankenstein Family qui avait été un coup de cœur lorsque je l'avais vu et en plus qui vient cette année et qui va faire l'effort parce qu'elle est extrêmement timide, elle aime pas trop les interviews et voilà, mais elle va faire effectivement l'effort cette année de venir à Japan Expo pour On va la bien guérir de s'occuper. cette timidité. Voilà. en fait. donc voilà, donc l'exposition justement va se focaliser principalement sur ça, c'est comment on passe d'un manga qui très rapidement trouve son public comme Frankenstein Family, que ce soit au Japon, à Taïwan, parce qu'il est sorti également à Taïwan, et en France, et comment on passe de ça vers un manga totalement différent et introspectif qui va traiter vraiment de sujets extrêmement douloureux. Donc l'idée c'est vraiment ça, on va mettre en avant effectivement des planches de Frankenstein Family et également de Self, et on va essayer de mettre en avant cette passation et comment ça va être amené. On est en train de regarder avec Crunchyroll également si on peut mettre en place quelques petits épisodes de la version animée. Donc ça c'est encore sous validation et à regarder ce qu'il est possible de faire. Ok, très bien. Ça s'appellera Yanai, l'exposition. C'est ça, artiste aux multiples facettes. Ok. Parce que voilà, c'est vraiment sa grande force et sa capacité à avoir plusieurs facettes, comment elle peut à la fois exprimer des sujets comme l'écologie, comme la fraternité, comme l'intégration dans la société, et d'un seul coup passer à des sujets beaucoup plus durs et tristes comme la dépression, le déracinement, parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, mais même si Yanai parle japonais et est édité au Japon, elle est d'origine hongkongaise. Et elle a vécu effectivement la situation géopolitique qu'il y a eu à Hong Kong et la fuite. Donc ça veut dire être déraciné et devoir s'adapter à un nouvel environnement. Alors même si elle était partie habiter au Japon pendant un moment, c'est toujours un déracinement lorsqu'on est obligé à un moment donné de quitter sa terre natale et de voir là où on habite changer. Donc il y a eu pas mal de ces choses-là qui sont abordées dans ces thématiques et dans le nouveau one-shot qui s'appelle Self. Self. On Voilà. pourra trouver en exemplaire ultra limité du coup à Japan Expo. uniquement. Exactement. En gros, va falloir courir vite sur le stand de Château. C'est ça. Le jeudi matin. Il n'est Alors, pas on en court prévente pas. avant, on peut pas le Non, précommander il au n'y a prix. pas de prévente avant, ça sera premier arrivé, premier servi, en sachant qu'en plus, elle va faire 2 séances de dédicaces seulement pour pas trop la fatiguer, la pauvre. Et du coup, voilà, il y aura un système normalement qu'on essaie de mettre en place avec Japan Expo pour que les personnes qui achètent le manga, effectivement, puissent avoir un Accès à la ticket. dédicace. Exactement, on va accès à la trouver une solution. dédicace et tout ça. Voilà, en plus de. Bah, super, oui, on va trouver. Et du coup, les gens qui pourront voir cette on va trouver une conférence et tout. solution. Allez. Ok, pas de problème. Voilà, donc ça c'est ce Vous avez qu'on- un problème, j'ai une solution. Voilà. Bon. Mais surtout, il y a une chose qui est très bien aussi, c'est que voilà, pour Japan Expo, pour les dédicaces, effectivement, l'organisation a gentiment accepté de nous aider pour mettre en place ça. Et du coup, en moins de 24 heures, Yanai a réalisé une illustration originale. J'aurais bien aimé la montrer ce soir, mais je l'ai envoyée ce matin. Ouais, pour je vous pense dire. qu'elle est arrivée un petit C'est- peu tard pour qu'on Bah, puisse c'est la... ça, c'est-à-dire que je lui ai envoyé le message, je crois que c'était samedi soir, la peau, et le dimanche, quand je lui ai demandé s'il y avait la possibilité de faire un petit shikishi exclusif à Japan Expo pour les dédicaces, il m'a fait oui, mais Si tu veux, à la prochaine émission, on prendra un temps pour montrer. voilà, on pourra plaisir. on Le pourra shikishi, regarder. Voilà. Et bah, voilà. Donc pour les personnes qui viendront, effectivement, ils auront cette magnifique illustration en couleur qu'elle a fait, qui mettra voilà, en avant les protagonistes de Frankenstein Family et également The Self sur le même chic. Écoutez, ça Cool. fait envie. Franchement, ça fait super envie. J'ai hâte de découvrir cette expo et de peut-être choper un exemplaire, voire rencontrer l'auteur Bien, directement. Ce sera Japan Expo. Avec un petit Donc, self et hop, hop. Exactement. Donc, j'espère que vous serez présents, mais j'en doute pas pour ce genre de choses. Je vous propose peut-être qu'on garde comment on voulait parler de comment on crée des expos. Il y a plein de choses à dire. J'ai pas envie de bâcler le sujet forcément ce soir. Parce qu'il y a On bâcle jamais les choses, mon cher ami. justement, c'est pour ça qu'on va le garder pour une prochaine fois, je Tu veux que pense. je fasse une version courte? Soit c'est comme tu veux. Soit tu veux faire une version courte, soit on la garde pour la prochaine fois. Bah, des expos, ça peut durer très longtemps. En fait, la préparation d'une exposition, comme Ojo, c'est minimum 1 an, voire plus. Le premier truc, c'est effectivement de décider du sujet, et après, il y a toute la recherche de matériel. Donc ça, c'est assez long. Faut voir si on aura le droit de l'utiliser, dans quelles conditions on a le droit de l'utiliser. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. Derrière, on réalise des maquettes graphiques pour montrer aux Japonais ou à la personne concernée à quoi ça va ressembler, le design, une fois qu'on va avoir intégré les différents visuels et les textes.
Donc ça, c'est une première étape. Derrière, on va avoir toutes les validations de texte. Donc là, par exemple, sur l'exposition Osamu Tezuka Blackjack 50 ans, on vient ce matin de recevoir toutes les validations des textes japonais avec quelques corrections parce qu'il y avait des erreurs dans certaines dates qu'on avait pu mettre, etc. Donc là, il y a un gros travail de validation. Une fois qu'on a fait traduire et corriger les titres, on les intègre, on fait valider les panneaux et puis on fait valider tout le design, que ce soit des silhouettes, des bâches, etc. Donc ça, il y a un gros travail. Et puis cette année, on a aussi, par exemple, sur l'expo Ojo, on en a parlé, mais on veut reproduire le Café 4 Size. Donc là, il y a un gros travail de recherche d'un prestataire qui va être capable de nous construire le bar et tout le matériel qui va avec. Donc c'est déjà beaucoup de boulot, sachant qu'on a pour les textes souvent dû chercher un spécialiste à qui on confie ce travail-là pour nous pondre des textes de pointe. C'est-à-dire sur Ojo, on a fait appel à un journaliste qui s'appelle Johan Lenné, ou Johan, je ne sais plus si on dit Johan ou Johan Lenné. Sur Osamu Tezuka, on a fait appel à Xavier Hébert, qui sont des gens qui connaissent beaucoup ces auteurs-là et qui vont être capables de nous faire des choses très pointues pour que les gens qui visitent l'exposition à la fois puissent découvrir ou approfondir s'ils connaissent déjà l'auteur. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on concrétise, il faut sélectionner tous les visuels, il faut préparer la logistique, le montage des cloisons, etc. Phase dans laquelle est Nicolas et pas la phase la plus facile. Et ce qu'il nous a dit tout à l'heure, oui, c'est pas simple. Parce que la particularité de tout ça, c'est qu'il faut qu'on conçoive une exposition qu'on est capable de monter en peu de temps, parce que grosso modo, les expositions vont commencer à être construites dès le dimanche pour être prêtes le jeudi. Donc en fait, tu as dimanche, lundi, mardi, mercredi. 4 jours pour la monter. Et qu'on va démonter dans la nuit de dimanche, donc grosso modo 4 heures pour la démonter. Voilà, donc il y a un challenge logistique non négligeable. Et là, je crois qu'il vient de se dire merde, j'ai J'ai trouvé une astuce. En l'occurrence, il y a ce qu'on appelle des stands modulables. Il y a des personnes qui sont faits à partir effectivement de barres d'aluminium qui sont extrêmement à la fois légers mais solides et elles peuvent se monter et se démonter très facilement. Oui. Donc l'avantage, effectivement, il y a une grande réflexion au départ qu'on a eu, même avec Picoma, sur comment on mettait en place ça. Voilà. Et là, effectivement, il y avait deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est indépendant, donc on ne peut pas avoir un budget extensible et du coup, forcément, le montage, en partie, ça va être moi-même et d'autres personnes qui allont le faire. Et effectivement, à la fin de Japan Expo... Tu peux demander une dérogation pour venir un peu plus tôt le matin. Je crois qu'on va me voir évanoui avant même que la convention commence, mais c'est surtout effectivement des montages que ça doit être le plus rapide possible parce que tout va très vite, les gens ne le voient pas lorsque l'exposition se termine, mais c'est vraiment une course, ça court dans tous les sens et l'objectif c'est à la fois de ne rien perdre et de pouvoir tout démonter très rapidement avant que tout ferme. Alors un conseil, nous on met des vigiles sur les expos pour s'assurer que les panneaux ne disparaissent pas comme les panneaux dont je parlais Saint-Célia, voilà. Ça a un coût, mais c'est une sécurité en fait. Faudra qu'on regarde ça. Voilà. Mais ça va très très vite. Et c'est aussi pour ça que comme on a des temps de montage et de démontage assez courts et que l'exposition ne dure que 4 jours, on peut pas se permettre de faire la même chose que sur des expositions qui auraient lieu pendant 1 ou 2 mois. Dans certaines salles parisiennes, des fois on nous compare en disant ah mais machin là-dessus, ou même des expositions qui ont lieu au Japon, souvent on nous dit pourquoi vous prenez pas telle expo pour la faire venir. Bah oui, mais quand les expos elles sont installées dans un lieu déjà construit et qu'elles ont sécurité avec tout 1 ou 2 semaines pour se monter, qu'elles vont durer 2 mois, forcément on peut se permettre de faire des choses plus pointues, plus abouties. Parce que c'est plus durable. Faut que vous comptiez Japan Expo comme de l'éphémère. Ça veut dire que on doit aller vite pour construire, on doit aller vite pour démonter. On doit aussi aller vite même dans l'usage de cette exposition dans le festival. Parce que si on vous fait quelque chose, vous allez passer 4 ou 5 heures dedans. Du coup, vous allez nous dire et pourquoi vous m'avez renfermé là alors qu'il y a tout le reste du festival à voir. Donc c'est l'ensemble de ces choses qui font que on conçoit ces expos-là avec ces paramètres-là. Très bien. Pour continuer. Et puis on est à peu près bon là, parce que bon, on n'a pas parlé, mais tu peux avoir une vitrine dans ton exposition dans laquelle tu vas mettre des objets. Là, sur Ojo, on a pas mal de bouquins, de statuettes, de produits dérivés qui vont être exposés. Il faut le temps de les mettre en place. Ouais. Donc c'est toute une logistique non négligeable. Et quand je disais, on prend plusieurs années parfois à préparer. Là, par exemple,
On est en train de travailler sur une exposition pour 2025. Voilà. En petite news, on n'est pas à la période d'annonce, mais voilà. Non. En 2025, en fait, ça sera les 100 ans de Osamu Tezuka. Voilà. Et donc, on est en train de travailler avec Tezuka Productions pour célébrer les 100 ans de Osamu Tezuka à Japan Expo depuis décembre dernier. C'est en ça. fait. Voilà. Donc, Donc, depuis ça décembre peut se travailler 2022 pour très longtemps, l'exposition à l'avance. de 2025. Voilà. Donc là, c'est une Pour belle vous petite donner- annonce en exclusivité. Hein, Pour vous donner une pour les gens. idée de comment ça. Enfin, on fonctionne, en quoi. reparlera. Hein. En temps et en heure, Bon, effectivement. on aura le temps là, parce que pour l'instant, si vous nous dites ah, vous avez des visuels. Non, en fait, non. Mais au moins pour vous dire que ça peut se conceptualiser, se préparer très longtemps à l'avance. Tout ça pour ce petit moment. Donc après, on cherche des solutions aussi, puisque on essaye de monter des partenariats peut-être avec des musées pour justement avoir une opportunité dans le futur De prolonger. de plus faire une exposition en 4 jours, mais faire 4 jours plus 2 mois, enfin, si on prend. Oui, parce que souvent on nous dit mais pourquoi il n'y a pas des originaux dedans? Alors faire sortir des originaux du Japon, c'est très compliqué. Uniquement pour quelques jours, comme Japan Expo, c'est encore plus compliqué. Et donc c'est vrai que c'est pour ça, à l'instar d'autres, on essaye de voir comment on pourrait faire venir ces planches, les exposer chez nous, puis après les partager avec d'autres qui prolongeraient le plaisir des Il y en a visiteurs. certains qui en font l'expérience. Alors oui, effectivement, dans l'expérience, après tout ce que j'ai entendu, je crois qu'effectivement on va essayer de se mesurer à ce niveau-là et tout ça. Mais il est vrai que voilà, si on a la possibilité de mettre des originaux, on le fera. Je ne peux rien promettre, mais on va faire en sorte au moins que les personnes puissent voir justement à quoi ressemble le travail préparatoire au maximum. Donc, Et du coup, en 2023, on retrouvera évidemment quelques expositions dans le salon. Fou. Tsukasa Ojo, on en a parlé. Ouais, mais il y a on quelques- peut en reparler hein, parce qu'elle va être incroyable cette expo. C'est clair. Il y a un peu les items tels qu'on les a vus dans les vidéos avec des panneaux, des explications, des images rares, des très belles choses. Cette année, on aura pour le coup des reproductions de planches originales du Sensei. Donc on devrait avoir une quarantaine de planches réparties sur les différentes séries, même plutôt cinquantaine de planches Mais en brut. en brut. Donc vraiment les planches d'origine avant qu'elles soient retouchées pour être publiées sur toutes les séries du Sensei. Et on avait parlé, là j'ai parlé tout à l'heure du Café Cat Size. On rappelle qu'il y a aussi une partie photocall avec l'Austin Mini de Rio. Et on essaye vraiment d'être dans le côté découverte. Et Interactivité. on en met plein les yeux. Voilà. C'est ça. Et elle fait quand même plus de 400 mètres carrés, l'expo de Hojo. Donc elle va présenter plus que la dernière fois, l'autre fois on nous a dit il y en avait déjà une en 2010. Oui, effectivement, mais déjà il a produit de nouvelles choses. Et en plus, là, on va nous aller plus loin dans tout ce qu'on propose. Ensuite, on a parlé d'Osamu Tezuka. C'est les 50 ans de Blackjack cette année. En partenariat avec Kisan Manga qui sort le livre à partir du mois de juin. On fait une exposition de plus de 200 mètres carrés qui retrace justement ce qu'est Blackjack dans la vie d'Osamu Tezuka, parce que c'est quand même un personnage qu'il a créé sur la fin, qui est 73, n'est-ce pas? Blackjack, du coup, à ce moment-là, on pourrait presque croire que Tezuka avait fini sa carrière. On ne savait pas qu'il en avait encore pour une quinzaine d'années avant de nous quitter un peu trop rapidement, malheureusement. Mais c'est vrai que Blackjack, c'est un de ses titres les plus longs. C'est la quintessence de tout ce qu'il savait faire, en fait, puisqu'on retrouve vraiment tous les messages qu'il avait toujours voulu faire passer. Sa passion pour la science. Tous les messages sur l'écologie, sur l'âme humaine, sur les analyses. Il faut absolument lire les textes de l'expo. C'est un peu long, mais Ça vaut le coup. on apprend énormément de choses. Et il y a aussi énormément d'images assez rares à voir. Donc, il faut en profiter. Enquête et mystère, évidemment. Enquête et mystère, Bah, donc la la thématique. thématique de cette année, en partenariat avec plein d'éditeurs pour ceux qui avaient des séries qui correspondent à ça, puisqu'on va avoir aussi bien du TMS, du ADN, du Halsey Animé, du Kiun Manabooks, Media One, Pika ou encore Vega Dupuis qui participent à l'exposition et qui vont en fait, chaque panneau présente une série qui correspond à ce thème-là, pour justement vous faire découvrir des titres un petit peu atypiques. Voilà. Et dans les découvertes, on a aussi la partie Amazing, hein, dont on vous parle régulièrement. Et là, il y a une introduction au drama coréen où on va présenter 10 œuvres pour découvrir la diversité de ce média.
Voilà, l'exposition Yanai, on en a déjà pas mal parlé. Par Château de Château. Par Château de Château. Et puis Et surtout Nicolas, a priori, parce qu'il va aller de Voilà. On ira Mais je ne ferai pas partie de l'exposition. hein. Voilà, on ira Mais prendre qu'est-ce des que tu fais là photos Je pour me suis vous cloué la main, je n'arrive pas. Nicolas, taille réelle dans l'exposition. Vous me verrez faire tout, je serai même vigile, moi-même C'est ça. assis. J'ai pas trouvé de vigile, c'est moi qui garde la nuit. D'accord. Exactement. Bon, bah, Nicolas, y a pas de problème. On a une expo introduction à la J-Musique avec Pachi Pachi Voilà. et une très belle expo en hommage à Leiji Matsumoto. Matsumoto qui nous a quittés en début d'année, hélas. Il était venu en 2019 chez nous, donc on a pas mal d'images et on collabore avec le Webrig Leiji francophone. Ouais, tout à fait. Euh, Et oui, il y aura du Boys Over Flower dans l'expo drama coréen. Paf, allez, reveal. Voilà. Donc, Et du coup, on a parlé de l'expo 100 ans de Tezuka en 2025, mais n'hésitez pas dans les commentaires ou autres messages privés à nous donner vos envies d'exposition, parce que nous, on en a plein, mais c'est aussi pour vous qu'on les fait. Donc, si vous avez des choses que vous aimeriez voir, des expositions sur un auteur, sur une œuvre, etc., n'hésitez pas, ça peut nous donner des idées. Très bien, en tout cas, c'était un Et sujet. il y en aura encore d'autres. On peut Bien pas sûr. forcément les annoncer ce soir, Évidemment, mais il y a évidemment. encore d'autres expos à voir sur le festival. Ça fait beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à voir Sur Macross, ah ouais. sur Macross, ouais, effectivement, pourquoi pas. Alors Macross, le problème, c'est les droits à l'international qui sont toujours compliqué, bloqués avec Harmony Gold. On y a travaillé longuement avec M. Kawamari les 2 fois où il est venu à Japan Expo. Et Macross, c'est un peu la tristesse. Bon, en tout cas, sujet très intéressant sur les expositions cette semaine. Vous l'aurez compris, c'est beaucoup de boulot. Bon courage, Nicolas. pour ce qui te En reste tout encore cas, à faire. visiblement, il faut qu'on refasse un live sur les expos dans le futur pour reparler un petit peu plus en profondeur de ce que Jean-François, de manière tout à fait héroïque, vient de nous faire en moins de 10 minutes. C'est ça. Mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est une autre émission en dehors de celle-là, mais juste avec Nicolas. Comme ça, on fait une sorte de réunion diffusée sur Twitch où on lui donne des bons conseils. Ils vont m'apprendre effectivement. Bah, t'es la première, donc je sais ce que c'est Bah, quand t'es la c'est- première et quand t'arrives au truc et que tu dis ah si seulement quelqu'un m'avait dit bon on pourrait peut-être en profiter. C'est comme l'anecdote que quand on a fait notre première Japan Expo en 2019 et qu'on a demandé quelques conseils à nos confrères en disant alors combien de livres on doit etc. amener, qu'on doit faire, ils nous ont juste dit chut, tu vas voir partout. Et du coup, effectivement, on a vu par nous-mêmes et on a compris, des fois dans la douleur, mais on a compris. Mais c'était une excellente expérience en vrai. Donc des fois, c'est le meilleur moyen justement de créer des compétences et de créer de l'expérience. C'est des fois de souffrir un petit peu, mettre en place des choses, voir comment on peut s'améliorer. C'est vrai qu'effectivement, ensuite, on a nos confrères japonais qui viennent nous voir et qui, sans se rendre compte du travail qu'il y a derrière, eux vont juste se focaliser sur les choses à améliorer. Donc sur le moment, on va être un peu frustré, mais après, on va se dire, ok, déjà, si au moins on a réussi à mettre ça en place et qu'on a réussi à rendre heureux les personnes qui sont venues, les améliorations à avoir, c'est que du bonus qu'on pourra apprendre par la suite et qu'on pourra améliorer d'année en année. Toute expérience, bonne ou mauvaise, est bonne à prendre. Donc, C'est exactement ça. Il faut. Et dans les auteurs qui, voilà, je parlais de Urasawa, je peux te dire que effectivement là, j'ai appris beaucoup. À tes dépens. Ah bon, oui, bien sûr. Japan Expo, c'est 4 jours. C'est super intense. C'est ce qu'on essaye c'est le message qu'on fait passer à peu près depuis le début de ce live. C'est 4 jours, c'est super intense. C'est intense pour l'organisation, c'est intense pour les visiteurs, mais c'est aussi intense pour tous ceux qui participent et qui apportent leur énergie, leurs espoirs, leurs combats et qui font des expos, qui font venir des artistes, qui font des animations. Et il se passe plein de choses et tout est fait pour qu'il y ait un truc qui plante, un truc, une erreur, un oubli, quelque chose. Et il faut tout régler très vite, parce que 4 jours, ça passe ultra vite. Ça passe ultra vite.